bonsoir et bienvenue au Centre Tchèque. Je suis heureux de vous accueillir pour cette soirée dédiée à deux ouvrages qui viennent de paraître, fraîchement de paraître, pour Claudel et la Bohème, que voici et que je vais vous faire passer tout de suite, et L'exil de Jan Čep, de Jan Záplonkal. Je suis heureux d'accueillir parmi nous Xavier Galmiche, professeur de littérature tchèque à la Sorbonne, et Jan Záplonkal, donc l'auteur du livre sur Jan Čep. Je vais vous faire passer des livres et je passe tout de suite la parole à Xavier. Merci. L'église de Saint-Nicolas de la Malastrana à Prague, en Bohême, quelque temps après la bataille de la Montagne Blanche. Le soleil d'un soir d'hiver entre par la verrière, au-dessus de la porte, qu'encadrent les faisceaux mêlés d'anges et de guirlandes de tuyaux d'orgue, pareils aux fuseaux prismatiques de la grotte de Fingal. De la musique, dans un grand manteau de fourrure, prie, au milieu de l'église. Le cœur très sombre, où brûle une lampe et sur lequel s'ouvrent des loges vides, est orné de 4 piédestaux encore inhabités, mais destinés à recevoir les évêques illustres qui vont se présenter à l'instant. Mon Dieu qui êtes aujourd'hui, mon Dieu qui serai demain, je vous donne mon enfant, ô mon Dieu. Il frappe en moi et je sais qu'il existe. Qu'importe le présent quand déjà mon enfant en moi est tout formé. C'est en lui que je me multiplie comme un grain de froment qui nourrira des peuples entiers. C'est en lui que je me réunis et que je tends les mains de toutes parts à ces peuples qui ne sont pas encore. Qu'ils sentent ma chair avec leur chair, et dans leur âme mon âme, qui ne fait aucun reproche à Dieu, mais qui dit violemment Alléluia et merci. Qu'importe le désordre et la douleur d'aujourd'hui, puisqu'elle est le commencement d'autre chose, puisque demain existe, puisque la vie continue, cette démolition avec nous des immenses réserves de la création. Puisque la main de Dieu n'a pas cessé son mouvement qui écrit avec nous sur l'éternité en lignes courtes ou longues, jusqu'aux virgules, jusqu'au point le plus imperceptible, ce livre qui n'aura son sens que quand il sera fini. C'est ainsi que par l'art du poète, une image aux dernières lignes vient réveiller l'idée qui sommeillait aux premières. Revivifier maintes figures à moitié faites qui attendaient l'appel. De tous ces mouvements épars, je sais bien qu'il se prépare un accord, puisque déjà ils sont assez unis pour discorder. Mon Dieu, faites que cet enfant en moi que je vais planter en ce centre de l'Europe soit un créateur de musique, et que sa joie à toutes les âmes qui l'écoutent serve de rendez-vous. Alors nombreux sont parmi vous ceux qui ont reconnu la première scène de la 3e journée du Soulier de Satin, ce grand poème et drame cosmique que Claudel, bien après son séjour pragois, tisse et où il entremêle plein de références à des cultures diverses et variées, et au cœur de cette espèce de grande tapisserie des cultures du monde, il met donc Donia Music, enceinte, qui vient déposer le soulier au cœur de l'église de Saint-Nicolas à Malastrana, à Prague. Et bien sûr, cette incarnation de cet enfant, de cette création en Bohême, a pour Claudel un sens.
si vous voulez, la Bohème que Claudel a connue fugacement, on va y revenir, pendant 2 petites années, est intégrée dans une sorte de géographie mystique. Et sans doute que Claudel a été un de ceux qui, au XXe siècle, ont le mieux sublimé la valeur culturelle de la Bohème dans une sorte de système qui, par ailleurs, n'appartient qu'à lui. Dans ce texte, le dernier petit verset de la scène, je vais le relire. De tous ces mouvements épars, je sais bien qu'il se prépare un accord, puisque déjà ils sont assez unis pour discorder. Cette quête très compliquée de Claudel, de l'harmonie à travers les disharmonies, ça a été le prétexte au sous-titre de ce livre qui s'appelle Paul Claudel et la Bohème et qui est sous-titré donc Dissonance et accords. Et donc, dans cette présentation qui sera nécessairement courte de cet ouvrage qui vient de sortir, qui est issu d'un colloque qui a eu lieu il y a 5 ans, à moitié ici dans cette même salle, et à moitié au couvent d'Emmaüs à Prague, un couvent que Claudel affectionnait pour des raisons qu'on va peut-être dire. Il y avait cette idée de comprendre comment un auteur français a vu dans ce pays, qui était à l'époque, au début du XXe siècle, particulièrement tourmenté, une sorte de champ de bataille où s'affrontaient des forces contradictoires, et que de ce grand affrontement naissait une sorte d'harmonie. Cette harmonie qui surgit du chaos, c'est aussi la formule du baroque, et Claudel, s'il a retenu quelque chose de son expérience pragoise, c'est sans doute la leçon baroque. Alors, en effet, Claudel arrive à Prague, il débarque de la Chine, il va être consul pendant un peu moins de 2 ans, entre 1909 et 1911, et ce séjour fait trouve un certain écho chez ses amis, ses relations littéraires, et donc on va entendre des extraits d'une lettre que lui adresse Hélène Berthelot dans les préparatifs de son départ. Dimanche 8 décembre. Mon cher ami, il y a vraiment bien longtemps que je ne vous ai donné de mes nouvelles, et c'est toujours avec un peu de remords que je pense à vous. J'ai rencontré Gide comme il revenait de marier Jeanne. Il l'avait quitté très heureux, sa femme très bien, paraît-il. Le pauvre Bourges est toujours bien déprimé. Je crois que son insuccès de la nef et peut-être des ennuis matrimoniaux l'ont mis dans un triste état. Lui, autrefois si plein d'entrain, si spirituel, s'intéressant aux moindres choses. Il ne veut plus voir personne et se taire tout à fait dans ses livres. À propos de Bourges, j'ai eu l'autre jour la visite de sa belle-sœur, mademoiselle Bronerova, une très fervente admiratrice de votre œuvre. Elle est venue avec un jeune Tchèque, presque amoureux de moi d'avance, à l'idée que je vous connaissais. Il a déjà fait des articles sur vous et prépare une longue étude sur Partage de Midi. Et j'y pense, pendant que nous étions à Foutiou, vous avez reçu un article en tchèque, ça doit être de lui. Ce sont des gens charmants, fanatiques et enthousiastes comme il en faut. Mademoiselle Bronerova m'a raconté quelque chose de délicieux. Elle possède un vieil arbre dans son jardin à Prague, et l'ayant fait creuser, elle y a niché des tas de petits bonshommes chinois, avec de petits arbres, de petits ponts, et elle appelle ça sa connaissance de l'Est. Alors bien sûr, référence à Connaissance de l'Est, ce recueil de Claudel, qui parle de la Chine. Et avant de parler de sociabilité pragoise, de ce réseau d'amis, de connivence un peu à contre-courant que Claudel va tisser à Prague, je crois qu'il faut insister sur la séquence dans sa carrière Chine-Bohème. Cette succession du très grand empire à une toute petite province
d'un empire lui-même plus petit, qui existe encore, l'empire austro-hongrois. Ça a pour lui quelque chose d'une sorte de grand écart, enfin de la grande opposition, hein, l'immensité de la Chine qui fait rêver et les plaines un peu saumâtres de la Bohème qui au début le déçoivent considérablement. Et en fait, en approfondissant la connaissance de cet autre Est, qui est la Bohème, Claudel va apprendre à trouver une sorte de sens à la séquence Chine-Bohème. Je vous renvoie à un dessin de Zdenka Brannerova, donc cet artiste de la Prague moderniste du début du siècle dont il vient d'être question dans la lettre d'Hélène Berthelot. Ce dessin que nous avons reproduit dans le livre et qui figure sur l'invitation que vous avez reçue. Dans ce dessin très intéressant, on voit un portail baroque, donc d'un palais de la Prague baroque, immémoriale, qui flotte un peu dans l'air. On a l'impression de ces petits sujets chinois que Zdenka fait flotter dans son air à elle. Et dans l'embrasure de ce portail, on voit le palais du ciel de Pékin. Et cette incrustation de l'horizon chinois entreaperçu dans le portail bohème, c'est quelque chose qui est sans doute la révélation de Claudel. Claudel s'acclimatant d'une certaine façon, même si c'est une façon difficile à Prague, et trouvant donc une sorte d'écho en Bohème de ces illuminations chinoises. Et il y a beaucoup, on n'a pas le temps maintenant, à dire sur ces rêveries géographiques qui se tissent au début du XXe siècle. D'abord, il y a effectivement un ordre du monde, un monde qui est passablement agité, qui va bientôt se faire la guerre dans le monde entier. Et puis, une pratique du voyage, une pratique des références culturelles. Et cette superposition est tout à fait intéressante. C'est de cela, précisément, que sort cette sagesse de la dissonance et de l'accord. Dissonance et accord, c'est aussi une dissonance entre des horizons. Quoi de plus différent que l'horizon chinois, l'horizon tchèque. Et puis quand même, dans cette dissonance, on trouve, comme le disait Donia Music, un accord. Dans le livre, je vous parlais tout à l'heure un peu de la structure du livre, on a beaucoup insisté sur les personnages, les amitiés pragoises dont Claudel a bénéficié, et en particulier la première de Zdenka Brannerova, donc qui a été une personnalité très à la fois artistique et je dirais actrice d'une diplomatie culturelle au début du XXe siècle. C'est elle qui, avant Claudel, a reçu Rodin à Prague et elle se transforme finalement en Cicérone des grands intellectuels français ou artistes ou créateurs pour leur faire découvrir les beautés de son pays. Beaucoup d'accointances, en particulier grâce à son beau-frère, Elémir Bourges, lit Brannerova et son milieu du début du XXe siècle, donc ce milieu post-symboliste, on peut dire aussi décadent, et le milieu qui lui correspond à Paris, dans la région parisienne, en France. Elémir Bourges y a une place tout à fait particulière, et il se trouve, c'est un peu le don du ciel quand on fait un livre, qu'un jeune chercheur, alors que nous terminions ce livre, est tombé sur une lettre inédite de Claudel
à Elémir Bourges, que vous allez entendre tout de suite. Prague, Noël. Mon cher ami, je pense à vous en ce jour de Noël et vous envoie mes meilleurs vœux. Ma femme se rappelle également à votre bon souvenir. Votre belle-sœur nous dit que vous avez d'excellentes nouvelles de la santé de Sita. Nous en sommes bien contents. Prague est une ville pleine de choses intéressantes, mais qui toutes, comme par hasard, datent du temps de l'oppression jésuite qui est autrichienne. Les Hussites, qui n'ont fait que tout détruire, sont des grands hommes. Les Jésuites, à qui on doit une floraison d'art admirable, sont des scélérats. Telle est la justice des hommes. Ce qu'il y a de mieux à Prague, c'est encore votre belle-sœur. C'est une femme qui vit de bonté, de gaieté et de poésie, une âme claire et admirable. Elle dit qu'elle vous doit tout ce qu'elle est. Dans ce cas, elle vous fait grand honneur. Je vous serre affectueusement la main. Présentez mes respects à Madame Bourges. P. Claudel. Donc une lettre qui date sans doute de 1910. Dans cette lettre, évidemment, il y a beaucoup d'échos de la grande dispute à laquelle participe Claudel, un peu à son corps défendant au début. C'est la dispute de l'appartenance culturelle des pays tchèques. En gros, les pays tchèques sont-ils tchèques, et donc hussites, protestants, ou bien les pays tchèques sont-ils une région de l'Autriche avec le legs catholique et baroque. Je résume et je simplifie horriblement une dispute, une sorte de querelle de civilisation qui a structuré l'histoire des idées depuis presque le début des nationalismes au cours de la première moitié du XIXe siècle. Et Claudel arrive pratiquement au moment où cette dispute culmine, ou peut-être même a fini de culminer. Peut-être qu'elle culmine dans les années 1890, et que dans les années 1900, et ces années de la fin de la décennie, qui voient quand même se préciser la menace de la guerre, les camps sont-ils définitivement... la ligne de fracture est-elle définitivement dessinée? Et sans hasard, Claudel va se lier à cette petite fraction de l'intelligentsia tchèque qui résiste contre ce courant dominant qui présente l'Europe centrale de façon très clivée entre ceux qui revendiquent l'héritage autrichien, disons-le comme ça, et ceux qui revendiquent le message de la Bohème, ou bien, pour reprendre une expression qui fera Florès peut-être un peu plus tard, le sens de l'histoire tchèque. Le sens de l'histoire tchèque, c'est-à-dire cette histoire progressiste, protestante, proto-démocratique, qui semble retrouver une nouvelle naissance par le mouvement politique des Tchèques du XXe siècle. Et dans cette querelle, on pense nécessairement à Hofmannsthal, qui écrit des textes très semblables à Claudel à la même époque. La question est de savoir ce qu'on fait de l'héritage autrichien, de l'héritage baroque et de l'héritage catholique. Et naturellement, le catholique Claudel prend très nettement position. Il prend position contre la destruction des images. Ce sujet a des résonances ou des accords intéressants dans les temps que nous vivons, et contre la destruction des images, il professe cette fidélité aux images du passé du XVIIe ou plutôt du XVIIIe siècle, qui a été le siècle qui a donné finalement sa figure au baroque tchèque. C'est un sujet sans fin, et donc vous en découvrez des tas d'aspects dans ce livre quand même très imposant. J'ai découvert, quand on le finissait avec Aurélie Rouget-Garmin, avec horreur qu'il faisait pratiquement 400 pages. Et je vais revenir à la deuxième partie de cette lettre et ce sera le dernier mais très long extrait que nous allons vous lire, pour revenir
au personnage de Zdenka Braunelova, qui effectivement a une position très stratégique dans la découverte de la Bohème par Claudel. C'est une découverte intellectuelle, c'est une découverte esthétique, c'est aussi une découverte par les pieds, car ce sont des personnages qui se promènent, hein, qui font des excursions. C'est l'époque de la naissance du tourisme, et on en a dans cette lettre un délicieux écho. Roztoky, le 3 novembre 1911. Lettre de Zdenka Braunelova à sa sœur Anne Bourges. Ma chère Annette, je n'ai même pas envie d'aller à Prague maintenant que les Claudel n'y sont plus. Ces chers et précieux amis me tenaient lieu de n'importe quelle autre compagnie dont, soit dit en passant, je n'avais aucun regret à me démettre. Cela a été pour moi véritablement un choc, ce départ de Claudel, si précipité et après si peu de temps. Sans doute aimeriez-vous en connaître la raison. Je ne sais rien de précis, sauf qu'ayant été nommé consul général, il était prévisible que son séjour à Prague ne pouvait que toucher à sa fin et qu'il serait muté là où, comme à Francfort, siège un consulat général. Le petit Paul se plaisait beaucoup ici, et il commençait insensiblement à se rendre compte de sa situation en tant que consul. Mais en qualité de poète, je crois qu'il s'attendait à davantage de la part des Tchèques. On ne lui accordait que peu d'attention, car ici les milieux francophiles sont encore plus républicains et plus démocrates que les plus radicaux des Français. Claudel leur apparaissait comme étant un aristocrate et un catholique, ce qui les empêchait, les imbéciles, d'imaginer qu'il peut être vraiment un grand poète. Ce sont là des gens auxquels un Zola quelconque en impose, ou même à qui Jules Vallès et Georges Jeunet suffisent pour produire le même effet. J'écrirais des pages et des pages s'il me fallait raconter toutes les occasions que j'ai eues de rougir de mes compatriotes. Ne serait-ce que le jour où, à l'hôtel de ville, le maire et le conseil municipal, réunis au grand complet, ont accueilli les lavandières de Paris, élues reines de la mi-carême, et ont mis à leur disposition des fiacres pour les voiturer à travers Prague. Que Claudel soit demeuré sans réagir face à cette réception, voilà qui est compréhensible, étant donné que cela a dû lui être affreusement pénible. Des faits de cette appartenance et aussi d'autres natures, il y en a eu des tas. Je ne pense pas certes que ces fumisteries aient pu constituer un argument de poids pour engager Claudel à retirer aux Tchèques sa sympathie. Par contre, il m'est advenu maintes fois de déplorer que le poète ait été obligé de s'incliner devant le diplomate. En me remettant tout cela en mémoire, je me suis demandé souvent ce qu'Élémir aurait fait à sa place. Aujourd'hui, je n'ai plus l'ombre d'un doute, et le reproche que j'adresse aux Pragois, c'est de ne pas avoir su retenir un homme de la valeur de Claudel. Quelle n'était pas sa maîtrise dans l'appréciation de ce qu'ici, en vérité, nous avons d'admirable. L'église Saint-Nicolas lui inspirait un amour passionné, et le baroque tchèque le transportait d'enthousiasme chaque fois qu'il en parlait. Aucune nuance n'échappait à son discernement, et il se montrait tellement réceptif à tout ce qui fait la beauté de Prague que c'était une joie d'en parler avec lui. Il avait des colères d'enfant à la vue de quelques vieilles demeures en voie de démolition. Au cours des promenades que parfois nous faisions ensemble, nous tombions en arrêt devant toutes sortes de fenêtres, nous passions en revue l'ornementation des façades ou bien les statues des maisons pragoises. Sur l'une d'elles, située rue de Savetna, on peut voir la Vierge Marie et l'Enfant Jésus, toutes de mouvement et d'allégresse. La Vierge donne l'impression de rire à voix haute et de soulever son fils dans les airs. Cette œuvre, Claudel l'affectionnait au point que ses pas le portaient régulièrement à proximité, rien que pour la revoir, et après avoir lancé « Allons voir la Vierge qui rit aux éclats ». Il prisait par-dessus tout ce catholicisme rayonnant, d'une originalité si particulière à la statuaire du baroque tchèque. Ah, ma chère sœur, quelle perte pour moi que ce départ de Claudel. C'était un camarade, un ami, ma muse faite homme. Malgré tout le sérieux de nos conversations, il réussissait à se comporter en chérubin. J'ai toujours présent
le souvenir d'un séjour d'été qu'il fit près de Tournov. Le sachant seul, son épouse étant restée avec les enfants près de Lyon, je lui avais écrit pour lui recommander la visite des bois de Tournov. J'habitais moi-même un hameau desservi par le chemin de fer. Lorsque le train fit halte à la station, je sautai dans le wagon où il se tenait et nous continuâmes tous les deux jusqu'à un petit village blotti sous Rubalskala. Claudel était porteur, tout comme moi, d'un baluchon noué au milieu du dos et il avait l'air d'un individu sans domicile fixe. Nous nous engageâmes dans la forêt. Je n'avais pas la moindre idée de ce à quoi Rubalskala pouvait ressembler, mais mon compagnon m'apprit à me servir de mes yeux pour découvrir le paysage. Ces énormes rochers d'aspect fantastique, garnis d'arbres culminant à une hauteur vertigineuse, c'était à l'en croire la Chine. Les Chinois, paraît-il, auraient été en extase s'ils avaient pu contempler ce spectacle. Il faisait déjà sombre quand nous décidâmes, armés d'une lanterne, d'explorer un gouffre plongé dans une nuit noire. Cette étape dans le programme de notre excursion n'avait pas manqué de fournir matière aux clients de l'hôtel à s'interroger sur l'état de notre santé mentale. Au contraire, toutefois, de la tenancière de l'établissement, une dame âgée de qui nous tenions notre lampe et une provision d'allumettes. Reprenant à mon compte la comparaison de Claudel, j'eus le sentiment d'être en présence d'un tableau de l'enfer de Dante. Les rocs semblaient sur le point de nous fondre sur la tête et profiler des silhouettes d'animaux de légende ou encore de géants aux bras levés, le tout dominé par un horizon d'un bleu foncé rempli d'étoiles. La lune ensuite entra en scène, la pleine lune. Nous soufflâmes la chandelle, ce qui permit alors à la clarté lunaire de mettre en relief d'autres merveilles. Nous émergeâmes de la grotte le long d'une espèce de fissure débouchant sur la ville de rochers, immense dans son étendue et qui, l'atmosphère de la nuit aidant, nous fit penser aux ruines de Babylone. Le lendemain matin, nous prîmes la direction de Troske. À lui seul, ce nom évoque en moi des réminiscences d'une beauté sans pareille. Cette contrée se présente à l'image d'un décor de tragédie. Dès qu'elle s'offrit à son regard, Claudel l'adopta pour son nouveau drame, l'annonce faite à Marie, et de m'en exposer le thème de bout en bout. C'est l'histoire renouvelée de cette belle jeune fille, Violaine, rendue encore plus belle et plus auréolée de gloire. Là-bas, à Troske, se dresse une tour qui rivalise de hauteur avec le ciel et à l'intérieur de laquelle Violaine est retenue dans les affres de la captivité. Au-dessus de nous, le ciel était du même bleu que la mer Adriatique. Tout autour, le noir de la forêt, le vert et le doré de prairies parsemées de coteaux arborant une infinie variété de vestiges. Le cadre rêvé pour un drame épique ou un roman. Nous marchâmes ainsi toute la journée, notre petit sac toujours à dos, avant de parvenir trempés de sueur aux abords d'un lac. Inutile d'ajouter que nous ne résistâmes pas à la tentation de prendre un bain. Claudel se mit à l'eau le premier, tandis que, posté à distance respectueuse, je surveillais les environs, puis il monte à la garde à son tour, le temps pour moi de m'ébattre au milieu des nénuphars. Nous repartîmes ensuite à travers la forêt qui s'ouvrit tout à coup sur les ruines du château de Waldstein. Les origines de cette forteresse remontent à l'époque du gothique tardif, mais elle possède aussi une partie baroque qui est toujours debout et habitée. On croirait presque que la citadelle a pour élément l'espace. Elle est reliée par un pont de pierre sur lequel s'aligne toute une rangée de statues érigées à l'époque du baroque en l'honneur des saints de la Bohême. C'est là quelque chose de si magnifique qu'inattendu au cœur de la sombre profondeur des bois que l'ensemble relève de la fantasmagorie. Qu'il faisait plaisir à voir le saisissement de Claudel. L'art de tailler la pierre devait être très cultivé dans les pays tchèques, car ces statues sont uniques en leur genre, tant elles ruissellent de vie et d'expression. Tel fut le déroulement de cette journée mémorable qui s'est gravée en moi à tout jamais. Nous eûmes aussi nos accès d'hilarité, par exemple, quand Claudel entreprit, au moyen d'un bâton, de faire tomber des prunes d'un arbre planté dans un verger.
Le gardien de l'enclos ayant surpris son manège, il vint vers nous. Mais loin de se démonter, le maraudeur continua à manger ses fruits avec une parfaite grandeur, ce que voyant l'homme tourna les talons sans dire un mot, trop heureux à mon avis de ne pas recevoir les noyaux crachés au visage et d'avoir affaire à des personnes convenables. Au soir du second jour, je conduisis Claudel au train pour Prague avant de regagner mon village. Nous nous séparâmes sur ces paroles. Au revoir, c'est à recommencer. Nous ne devions cependant plus nous rencontrer, sauf à Prague pour apprendre avec tristesse que lui et les siens nous quittaient sans esprit de retour. Tout s'était fait en l'espace de 3 jours, les bagages ayant été pliés avec l'aide du fidèle Martin, aussi attaché que moi à Claudel, et ce fut l'instant des adieux. On s'est permis cette longue lecture, mais je crois qu'on a bien fait, car on comprend bien l'espèce de pacte relationnel qui s'est noué entre Claudel et quelques personnes de choix. D'ailleurs, la claire conscience d'être des personnes de choix transparaît aussi dans cette lettre. Claudel aide les Tchèques à voir leur pays et à se réconcilier avec certains aspects que la tradition politique leur en a fait éprouver. Alors, il faut dire, parce qu'il faut conclure aussi, que c'est un peu difficile d'écrire un livre sur ce sujet, car c'est un sujet bien fréquenté. Les textes qu'on a lus ont été publiés par des cahiers savants, en particulier les cahiers Paul Claudel. Le professeur Václav Černý, baroquiste entre tous, a publié en 1971 un imposant, je ne sais plus comment ça s'appelle, Claudel et la Bohème, quelque chose comme ça, le numéro 9 des cahiers Paul Claudel. Le bulletin de la Société Paul Claudel a publié cette lettre. Et donc, en fait, il y avait une bonne érudition, je dirais, sur cette rencontre. Et donc, la tâche a été assez intéressante à renouveler à l'occasion précisément du centenaire du séjour de Claudel à Prague. Et c'est sur l'incitation amicale de Marie-Victoire Montet ici présente que nous nous sommes lancés dans ce colloque et donc finalement dans ce livre dont je vais dire quelques mots du point de vue institutionnel. D'abord, il a été fait par beaucoup de monde. C'est très long de faire un livre comme ça nous a pris 5 ans et il y a des dizaines de personnes qui y ont collaboré. On s'en doute pas forcément quand on feuillette ce gros et néanmoins modeste volume. Merci à Aurélie Rouget-Garma qui nous a beaucoup aidé, à Pascal Langlois qui a assuré aussi une partie du secrétariat de rédaction, et puis merci à tous les gens qui ont collaboré. Alors je dis un peu quelques mots parlant à la place de Didier Alexandre qui devait venir ce soir et qui n'a pas pu. On a essayé de mettre ensemble en gros des comparatistes et des claudéliens d'un côté, et de l'autre des bohémistes ou des tchèques romanistes, savant des choses de la littérature française. Et ça donne un bouquin qui est conçu en 3 parties. Donc rapidement, toute une première partie sur cette géographie mystique et le rôle du baroque, j'en ai peut-être assez parlé. La deuxième partie sur cette participation de Claudel à ce qu'on a appelé la modernité pragoise, avec ces débats sur la nature de la culture tchèque, avec Zdenka Braunerova, dans Il n'y a pas de hasard, un article écrit par Brigitte Bronner, mais aussi des poètes, en particulier Martin, dont il a été question plusieurs fois ici. Et puis la troisième partie du livre se consacre à l'histoire de la réception. Vous trouverez des textes de, peut-être certains d'entre vous ici les connaissent,
de Petra James, de Martine Petrach, qui a expliqué le rapport de Václav Černý à Claudel. C'était aussi intéressant pour nous de revenir, presque 50 ans après, sur le travail de Černý et peut-être de l'actualiser au vu de la vogue qu'a suscité le baroque en Bohème, en gros depuis les années 1980. C'est-à-dire que, en fait, le baroque, on a tout changé depuis les années 80. C'était intéressant de revisiter ce Claudel-là à cette lumière-là. J'insiste sur le travail qui a été, je l'ai déjà dit, effectué par des dons du ciel. Cet inédit de Claudel à Lémirbourg, on l'a lu tout à l'heure, mais aussi une certaine sœur Barbara a dans son couvent traduit du tchèque en français les nombreux et très beaux articles de Miloš Marten sur Claudel. Et c'était quelque chose d'assez, la grâce divine de recevoir ces courriers, en fait ces mails de sœur Barbara, que ces textes, en fait extraordinairement difficiles à lire, j'avais prévu qu'on en lût des extraits ce soir, et puis Gaspard m'a dit non, ça c'est trop compliqué, il faudra lire le livre. Parmi les auteurs qui ont été bouleversés par la rencontre de Claudel, on a entendu à la fin de cette lettre de Zdenka Braunerova qu'il y a un effet retour de la Bohème dans le théâtre de Claudel, en particulier dans la Nostra Camari. Il y a eu donc des tas de personnes importantes pour ceux qui, je voulais dire ça quand même, s'intéressent à cette tradition du XXe siècle qui s'insurge contre la réduction de la culture des pays tchèques à une culture matérialiste et athée. J'en ai personnellement ma claque de voir répéter sur tous les tons que la Bohème est le pays le plus déchristianisé de l'Europe ou peut-être du monde. Je pense qu'effectivement, dans la pratique religieuse, c'est vrai, mais que cela s'accompagne d'une sorte de dialogue très singulier entre une culture de la matérialité, de la corporéité, de l'image, on l'a très bien vu dans cette vision des paysages, et une appétence métaphysique. Et le rapport que ces Tchèques-là ont, soit in vivo du temps du séjour de Claudel à Prague, soit après, entretenu avec Claudel, me semble être une bonne illustration de cette combinaison spirituelle assez spécifique. Alors, parmi ces auteurs qui ont été marqués par Claudel, il y a Čep, auquel Jan Zatloukan a opportunément consacré sa thèse, et j'ai le plaisir maintenant de me taire et de leur passer la parole. Jan Čep, rencontre avec Paul Claudel. Je ne devais rencontrer Paul Claudel qu'une seule fois, au début de juin 1954, quelques mois avant sa mort, dans son appartement du boulevard Lannes à Paris. Un vieil homme de taille moyenne se leva de sa table et fit quelques pas vers moi. Il prononça mon nom à la tchèque, alors que la plupart des Français en sont incapables. Je me souviens d'un passage du journal de Gilles qui dit à peu près ceci. Quand j'ai vu Claudel pour la première fois, il ressemblait à un clou, mince, aigu, durement enfoncé. Ensuite, je ne l'ai pas revu pendant plusieurs années. Il avait été entre-temps en Chine, au Japon, Dieu sait où encore. Quand nous nous sommes retrouvés, il était toujours aussi aigu, fermement enfoncé, mais il occupait beaucoup plus d'espace. Plutôt que d'un clou, il avait l'air d'une rave. Le vieil homme qui me tendait la main ne ressemblait plus ni à un clou, ni à une rave. Il se tenait droit et ferme, mais dans sa stature, il y avait quelque chose de frêle. Son crâne semblait se consumer de l'intérieur, et ses yeux, encerclés par la monture noire des lunettes, étaient étonnamment bleus. Les yeux d'un vieil homme qui en avait beaucoup vu, des yeux dont la couleur avait été aspirée par le soleil des deux hémisphères.
Il approcha pour moi une chaise devant la table, à côté de la sienne, et il me dit « Mettez-vous tout près, je suis vieux et sourd. » Nous avons commencé par ma lettre ouverte à Paul Claudel, parue en décembre 1938, à laquelle il m'avait répondu en m'assurant que nous retrouverions notre liberté. Mettons, dit-il, que je me sois alors trompé sur le temps. Tout homme aimerait que s'accomplisse de son vivant ce en quoi il espère et croit. Mais les événements prennent souvent un chemin détourné. Vous souvenez-vous de ce proverbe portugais que j'ai inscrit à la première page du soulier de satin ? Dieu écrit droit par des lignes tortueuses. Il ajouta après un moment, tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que le commencement de quelque chose d'autre. La main de Dieu ne s'est pas encore arrêtée dans son mouvement. Elle écrit avec notre participation des lignes courtes et longues sur la trame de l'éternité. Elle écrit un livre qui n'aura pas de sens tant qu'il ne sera pas achevé. Toutes les lignes dispersées convergent vers une harmonie. Du fait même qu'elles divergent, elles seront un jour obligées de se rencontrer. Il admit qu'il était difficile de nous placer au point de vue de la providence divine, et même souvent de la vision d'un poète qui regarde les choses d'une grande hauteur. Il ajouta que lui-même était d'ailleurs une créature humaine comme moi, et qu'il lui arrivait de souffrir les mêmes angoisses. Mais le prophète Isaïe ne savait pas non plus si ses prédictions s'accompliraient le lendemain ou des milliers d'années après sa mort. Nous sommes témoins d'une grande unification du monde, bien que certains pays puissent être temporairement plus enfermés et plus isolés que jamais. Tous ces rapaces qui semblent mener notre monde ne savent sûrement pas ce qu'ils font, qu'ils réalisent les desseins de Dieu même contre leur propre volonté. C'est quelquefois très difficile, mais renoncer à l'espoir ne serait pas seulement de la folie, ce serait un péché. En me disant au revoir, il me donna la copie de son cantique de l'espérance, qui était encore inédit, mais qui avait été mis en musique par Pauline Demit. En descendant l'escalier, je ne pus m'empêcher de lire la dernière strophe. Destructrice de la mort, rugissement dans l'aurore, viens, furie, viens, espérance, apporte la porte immense, viens lumineuse, viens dorée, ivre maintenant, déchaînée, viens, impossibilité, toute puissante espérance, avec tes ailes déployées. Alors je vais enchaîner par la présentation de cette autre publication qui fait l'objet de notre soirée. Rassurez-vous, je vais être beaucoup plus bref que Xavier. Donc, comme le titre l'indique, l'ouvrage porte sur l'exil d'un écrivain tchèque qui s'appelle Jan Čep. Je vais vous expliquer un peu ma motivation, pourquoi j'ai focalisé le sujet de ma thèse justement sur ce thème, quels en sont les enjeux et quelle est à peu près la structure de l'ouvrage. Donc, je vais commencer par dire que l'exil ne représente pas une partie insignifiante dans la vie de l'écrivain en question. Ça fait à peu près 25 ans qu'il a passé en France avec une petite pause de 4 ans en Allemagne. Et cette longue période dans les études en littérature tchèque est restée pendant longtemps délaissée, un peu oubliée. C'était un zone d'ombre pour des raisons assez évidentes, parce que les chercheurs, les spécialistes de l'écrivain n'avaient pas en leur disposition des sources nécessaires, des documentations relatives à l'exil. Par exemple, si je vous donne un exemple de la biographie de Čep écrite par un spécialiste, Mojmír Králíček, il consacre seulement 9 pages de cette biographie à ses 25 ans de l'exil. Alors cette disproportion, elle m'avait intrigué et j'ai relevé le défi. Et je me suis concentré justement sur cette période dans mes recherches.
ce qui représentait tout d'abord un travail d'un fouilleur, d'un détective presque de ses sources, avec la bénédiction gentille de la fille de l'écrivain qui est présente parmi nous et que je salue chaleureusement. Donc j'ai exhumé pas mal de documents, des bribes de correspondance, voire des ensembles de correspondance avec les écrivains français dans les différentes archives, bibliothèques, institutions de France, ce qui m'a permis de reconstituer cette mosaïque de la vie de l'écrivain en exil. Parmi les documents les plus intéressants, je pourrais citer surtout la correspondance très ample avec Henri Bourrat, un écrivain auvergnat qui est déposé à Clermont-Ferrand. Et cette correspondance vient d'être publiée aussi à Clermont-Ferrand en France. Vous pourrez voir après donc, cette conférence sur la table à côté. Ou bien il y a des correspondances ou des fragments des échanges épistolaires avec ce réseau d'amitié qui était de Tchep, avec Georges Bernanos, le philosophe de l'existence Gabriel Marcel, le personnaliste Emmanuel Mounier, Henri Kefelec et Jean Oubli. Donc c'était la première phase de mon travail, mais bien sûr l'exil c'est un phénomène beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste, qui m'interpellait par beaucoup d'aspects différents. Il y a l'aspect de la psychologie d'un exilé, par exemple. Il y a le problème de l'insertion professionnelle dans le pays d'adoption. Il y a la question très sensible pour l'écrivain, la question linguistique, le choix de la langue, dans quelle langue il va continuer son œuvre, la question identitaire, et ainsi de suite. En tout cas, pour tout un chacun et pour l'être aussi sensible qu'était Tchep, l'exil représentait une rupture très radicale, brutale. C'était un choc vraiment inattendu qui fait qu'on peut parler d'un Tchep avant son émigration et d'un Tchep après l'émigration comme de deux êtres presque différentes. Un Tchep avant son émigration, c'était un écrivain qui est issu de ce renouveau du catholicisme et qui, à partir de la fin des années 20, s'est affirmé en tant qu'écrivain. Il avait son lectorat, ses œuvres étaient publiées régulièrement par les grandes maisons d'édition. Il était apprécié par la critique, ce qui se concrétisait aussi par les prix littéraires qu'il a obtenus. Son roman, il a été traduit dans plusieurs langues étrangères, etc. Donc c'était une personnalité assez prestigieuse, qui avait aussi des activités parallèles. Je pense notamment à cette traduction qui a effectué des littératures diverses, notamment françaises et anglaises, mais aussi espagnoles, allemandes, etc. Donc il jouait aussi un rôle important comme un médiateur des relations culturelles franco-tchécoslovaques. À première vue, la personne comme ça est prédisposée de réussir, même en exil en France, dans le pays qu'il a bien connu et qu'il a aimé, qu'il a considéré depuis son premier séjour en France en 1928, où il va rencontrer Bernanos comme sa deuxième patrie, comme la patrie de réserve, ce sont ces termes qu'il utilise. Mais la réalité est telle que, par le fait de s'exiler, il devient quelqu'un d'absolument inconnu, il devient un être déraciné, déchiré, un intellectuel auquel on ne prête pas son oreille, un écrivain qui se voit réduit au silence. Donc aucun de ces tentatives de percer dans les milieux littéraires français n'aboutit. Alors c'est aussi de ce passage, de ce drame d'un écrivain à succès à un écrivain marginalisé et anéanti, donc que traite mon livre L'exil de Tchep. Très concrètement, quelle est la structure de ce livre? Dans la première partie, je me préoccupe des questions biographiques, du contexte un peu historique. J'analyse les motivations de l'émigration et les circonstances.
Je passe en revue la réception, plutôt la non-réception de son œuvre en France, et j'essaie aussi de définir son rôle en tant qu'écrivain exilé, intellectuel exilé, c'est-à-dire ce rôle qui est le rôle d'un témoin qui porte le témoignage sur ce qui s'est passé dans son pays, c'est-à-dire ce changement du régime politique. Et ce témoignage, bien évidemment, n'était pas écouté par la Société des lettres en France à l'époque, puisqu'on sait que cette société était orientée très à gauche à l'époque et ne prêtait pas vraiment attention à ce que les exilés de l'Est avaient à leur dire. Et puis dans la deuxième partie de mon livre, j'analyse et j'interprète tout ce que Čech avait écrit pendant son exil. Et là, il nous ressortit trois grands noyaux. D'abord, il y a des récits de fiction qui sont très rares, puisque les échecs répétitifs auprès de tous les éditeurs parisiens l'ont amené à abandonner la création, disons, des fictions. Le deuxième volet, ce sont les essais qu'il a fournis de longues années durant pour la radio Europe Libre, à partir de 1951, qu'il est devenu le collaborateur, rédacteur et auteur des émissions culturelles, philosophiques, religieuses. Et ces émissions-là ont donné plusieurs livres d'essais. Et troisième partie de cette œuvre, c'est la dernière tentative de percer dans les milieux littéraires français est représentée par son essai autobiographique écrit directement en français qui s'appelle « Ma sœur l'angoisse » et qui est un document très intéressant, très poétique, surtout quand il décrit tout ce qui appartient dans son enfance. C'est une confession aussi très sincère, à la manière de Saint-Augustin. Donc la foi et l'état de sa foi, c'est un des sujets qui traversent tout ce récit intéressant. Donc, en fin de l'ouvrage, il y a une anthologie assez conséquente de tous ces écrits, des échantillons des proses, des articles journalistiques, des extraits de l'autobiographie. Donc les lecteurs francophones peuvent maintenant un peu déguster de cet art assez discret qui était l'art de Čech. Et justement, on va vous faire écouter maintenant un exemple, une version raccourcie d'une nouvelle qui s'appelle Les Tziganes, et qui était la toute première nouvelle qu'il a écrite après son débarquement sur le sol français, directement en français. Je passe. Les Tziganes. Quand les grandes calamités s'abattirent sur la terre, les Tziganes, qui depuis des siècles passaient à travers les pays et les peuples, sans se mêler à eux et sans changer leurs traditions immémoriales, se trouvèrent pris tout à coup dans des entraves et des haines pour lesquelles il n'y avait peut-être pas de forme dans leur pensée ni d'expression dans leur langage. Que savaient-ils de la démocratie, de l'hitlérisme, de Munich, du protectorat de Bohême-Moravie? Comment en parlaient-ils entre eux? Il leur a bien fallu en penser quelque chose le jour où on leur apprit que c'était fini de leurs interminables voyages, qu'il leur fallait prendre un gîte définitif là où les avait surpris le décret funeste, et par exemple, juste à la limite de 2 communes, au milieu des champs plats et dénudés, sur un petit tertre battu de tous les vents et de toutes les pluies. J'avais échoué moi aussi dans ce petit village qui, à cette époque-là, me donnait l'impression d'une épave immobilisée sous des constellations étrangères et séparée des lieux les plus proches par des distances infranchissables. Les routes qui le traversaient semblaient coupées du reste du monde par un abîme sans fond.
Les gens se blottissaient dans leurs maisons ancestrales pour échapper à ce mauvais œil gigantesque, aux pupilles innombrables qui pénétraient les coins les plus cachés et les pensées les plus secrètes. Nul n'était plus en sécurité chez soi, chacun se sentait épié. Le sommeil même, plein de cauchemars, ne nous appartenait plus. En suivant le matin un petit chemin champêtre pour me rendre à l'église de la paroisse, je passais à côté de la roulotte encore muette et comme abandonnée dans la brume automnale qui s'attardait sur les champs labourés, figés dans un silence angoissé, d'où s'élevait de temps en temps le cri d'une compagnie de perdrix. Après la messe, le vieux curé, sortant par la petite porte de la sacristie, me tendait sa main sèche et brûlante. Le cœur lui pesait de plus en plus. La distance de l'église au presbytère s'allongeait pour lui d'un jour à l'autre. S'arrêtant à chaque pas, il parcourait d'un regard déchiré l'horizon à la fois doux et menaçant, et me demandait d'une voix étranglée « En verrons-nous jamais la fin ?» Puis, avec un léger mouvement de tête vers le mince filet de fumée qui s'échappait de la roulotte, exposée sur sa petite bosse de terre, voilà des paroissiens qui sont encore plus malheureux que les autres. Dans mon ancienne paroisse, me dit-il un jour, j'en avais une colonie permanente. J'avais deviné qu'il parlait des tziganes et que la pensée de ces parias misérables l'obsédait. Quel drôle de chrétiens! Ils étaient prêts à tout croire, ils ne regardaient pas de si près. 2 personnes divines ou 5, ça ne les désarçonnait pas. Ils vous apportaient 2 ou 3 fois leur enfant à baptiser pour bénéficier chaque fois du cadeau que leur offrait le nouveau parrain. Pas moyen de leur faire entrer dans la tête une seule idée. On arrivait à se demander s'ils avaient une conscience humaine, des sentiments naturels. Et pourtant, quel mystère! Son regard s'oubliait dans le vague, du côté de la fenêtre derrière laquelle commençait la douce danse des premiers flocons de neige, recouvrant de leur grille légère la fumée de la roulotte. Ce sont pourtant des créatures de Dieu qui ont une âme immortelle, reprenait-il d'une voix chancelante et comme transpercée. Comment peut-on les abandonner ainsi? J'ai déjà écrit au maire et aux conseillers des 2 communes, avec cet hiver qui s'annonce dur, sur ce carrefour exposé à toutes les bourrasques. Puis, appuyant tout à coup sur moi son regard merveilleusement bleu et tendre, vous avez remarqué la croix? Elle est debout à 10 pas de la roulotte. Parfois la nuit, je distingue son ombre immense, lumineuse, et la voix du vieillard trébucha sur un sanglot. Quand je sortis de la cure, la marmaille tzigane se précipita à ma rencontre, baragouinant en dialecte demi-tchèque, demi-slovaque, avec des accents qui n'appartenaient ni à l'un ni à l'autre. « Monsieur gentil, donnez-nous quelque chose !» Il y avait un gars de 20 ans qui louchait terriblement et qui menait le cœur. « Révérend père, donnez quelque chose à ces gosses !» Des mains noires et gercées se tendaient vers moi de tous les côtés. « Révérend père, je ne suis pas un révérend père !» protestai-je sévèrement. « Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Si vous me donnez encore du révérend père, vous n'aurez rien. » La scène se répétait chaque jour. Il ne concevait pas que quelqu'un qui va à la messe les jours de semaine et qui passe souvent au presbytère fût un simple laïc. Il souriait avec un air incrédule, consentait enfin à se prêter à mon jeu, auquel il soupçonnait un mobile caché. « Monsieur gentil !» Ils reçurent leur dîme quotidienne. « Et une cigarette, monsieur gentil !» m'en dit le grand qui louchait. « Ah, moi aussi !» répétait le corps des gosses, gamins et filles. « Vous n'avez pas fumé, vous, espèce de morveux, grondai-je, et je pris la fuite. » Ils me lâchèrent enfin. Tout en m'éloignant rapidement, je les entendis encore longtemps qui se disputaient la monnaie et la cigarette. Les grands froids, aux immenses nuits, étoilés, étreignirent la terre. En même temps, le règne de la terreur ralentissait le rythme des cœurs. On ne parlait que des victoires de l'ennemi, que d'arrestations, de fusillades. Le mauvais œil gigantesque, aux pupilles innombrables, nous regardait de plus en plus près, hantait sans trêve notre solitude, nos angoisses, nos prières.
Nous ne nous sentions plus maîtres ni de notre corps, ni de notre âme. En retenant notre haleine, nous écoutions la nuit le bruit de l'auto qui s'engouffrait dans le village, le crissement des pas sur la neige croûteuse. Les rideaux du blackout séparaient hermétiquement les familles du reste du monde et les unes des autres, mais ne pouvaient pas créer une atmosphère d'intimité. À chaque moment, on s'attendait à ce que quelqu'un frappât à la fenêtre, à la porte, à ce qu'une voix rude parlât dans la langue étrangère. Seule la roulotte des tziganes se tenait toujours à son carrefour, à 10 pas du Christ silencieux, étendu sur sa croix. Elle était là, en butte aux tourmentes, fendue par des froids blancs et violets. Les gendarmes, qui avaient l'œil à tout, passaient à côté, ne la voyant jamais. Un matin, en arrivant à l'église, je vis le curé qui sortait du cimetière, accompagné du sacristain qui balançait une lanterne et de 2 ou 3 figures obscures. Il me croisa, me fit à peine un petit signe de la tête. Au déjeuner, il était étrangement silencieux et plus triste que jamais. Nous avons eu un enterrement aujourd'hui, dit-il. Un nouveau-né de la roulotte. Il est mort de froid, sans doute. Il a gelé. Ni lui ni moi, nous ne trouvâmes plus rien à dire, et je partis très vite ce jour-là. L'accident avait peut-être fini par décider les autorités à agir. Bientôt après, nous vîmes la tribu tzigane faire son entrée dans le village, hommes attelés au timon, femmes poussant par derrière, les gosses courant le long de la voiture, en pataugeant dans la neige, passant leurs petites têtes hérissées par les fenêtres minuscules. On les logea dans 2 cabanes effondrées à l'extrémité du village, à côté du bois, un peu pêle-mêle, en poussant un long soupir. On en avait déjà tant vu ces temps derniers, et Dieu seul savait ce qu'on verrait encore. Vint la semaine sainte, encadrée d'un printemps timide, avec de jeunes feuilles tendres aux arbres et de frêles pointes d'herbe qui perçaient sur les talus le long des chemins, portant chacune une petite goutte de rosée le matin, quand la voix exaltée des alouettes s'élevait au-dessus des sillons fraîchement ouverts. Cette vie naissante se mêlait étrangement et inexprimablement à l'angoisse qui pesait sur les cœurs. On ne sortait plus qu'avec précaution, en évitant ceux qui pourraient vous demander à tout moment « Que fais-tu là? Tu ne travailles pas? À quel bureau de travail es-tu enregistré ?» La liturgie du Vendredi Saint devenait plus éloquente que jamais, entrait tout droit dans les âmes meurtries. Tous et toutes se prosternaient en sanglotant devant le tombeau où gisait le corps de l'homme-dieu après sa lutte suprême, marqué de ses 5 plaies béantes, source mystérieuse de salut. En sortant de l'église voilée de deuil, je suis entré au presbytère. Depuis quelques jours, le curé était en proie au mal. Il était couché sur un lit de repos étroit et bosselé, le visage creux et livide. En me voyant entrer, il fit un effort pour se lever, mais n'y réussit pas. « Vous n'êtes pas bien sur cette couchette, lui dis-je. Pourquoi ne vous mettez-vous pas au lit ?»« Oh !» répondit-il d'une voix entrecoupée et tellement changée que je la reconnaissais à peine. « Je n'aime pas ça, le lit. On s'y met une fois et on ne se relève plus. Et puis tout ce train de soins et de soucis qu'on mène autour de vous. Vous savez, c'est la première maladie de ma vie. C'est dur. Je ne peux même pas prier. C'est la première fois aujourd'hui que j'ai négligé mon bréviaire. » Il dut s'arrêter, pris d'une toux qui secouait ce qui lui restait de corps, en rendant ses joues violettes. Je le regardais impuissant, ayant peur de blesser sa pudeur. S'étant un peu calmé, il reprit doucement. « C'est curieux. Je me perds tout le temps dans mon enfance. Les images m'en reviennent sans cesse, si vivantes. C'est ma mère qui me parle, debout, sur le pas de notre maison, quand je rentre du collège pour les vacances. Elle me dit « Mon petit Henri,
me caresse les cheveux. Je lui réponds tout haut, j'oublie que ce n'est pas vrai. Je sens sous mes doigts le tablier empesé qu'elle a mis exprès pour mon arrivée. Une odeur de gâteau et de café sort de la cuisine. Le petit ruisseau derrière notre jardin fait glou-glou et une grive chante tout près. Je l'écoute profondément maquillée. Je détourne la tête pour cacher mes larmes. Je me dis, continue-t-il, c'est ainsi qu'elle vient la mort. Je ne peux pas y croire. En même temps, si facile et pourtant, vous savez, pourtant si terrible. Quelque chose qui monte du plus profond de vous. Un regret déchirant. Ses yeux se ferment, sa main tâte la couverture, monte vers le cœur, vers le front. Il me demande soudain, les yeux toujours fermés, « Et mes paroissiens noirs, mes tiganes ?» Comme je me tais, il rouvre les yeux, tourne la tête de mon côté, tâche de se soulever sur son coude. « Vous ne voulez pas me dire ?» Je n'ose pas le regarder. Je revois le groupe misérable passer devant ma fenêtre, gardé par les gendarmes, baïonnettes au canon. Une des femmes poussait une voiture avec son bébé qui dormait. D'autres gosses trottaient à côté des grands. Hommes et femmes regardaient droit devant eux, terriblement muets. On les emmenait à la petite station de chemin de fer où on allait les embarquer dans un wagon à bestiaux. Une demi-heure après, le fils du garde champêtre rentrait sur sa bicyclette à laquelle il avait attaché la petite voiture d'enfant. Ils les ont emmenés, dis-je enfin. Race impure, ennemi du Reich. Il y en a déjà tant, vous savez. Sa tête retomba sur son dur oreiller. Oui, je sais. Sa voix redevint méconnaissable. Je sais. Mais ils ne savent pas. Un grand silence se fit dans la pièce, au mur presque nu. Un long rayon de soleil la traversa d'un bout à l'autre, trembla un moment sur les fissures du vieux plancher, puis s'éteignit. Je m'approchai de la couchette du malade. Il respirait précipitamment. Son front était couvert de sueur. Je l'essuyai avec mon mouchoir. Il prit ma main dans les deux siennes, moites et fiévreuses. Ses lèvres s'agitèrent. Le Christ va ressusciter. Je vous remercie pour votre attention. Je me tourne vers vous. Peut-être avez-vous, des questions, des points sur lesquels, des curiosités, des points sur lesquels vous aimeriez revenir. Sinon, bien sûr, nous avons prévu avec l'aide de l'ambassade de la République tchèque un petit verre d'amitié, donc nous pouvons échanger de façon informelle. Mais voilà, je me tourne vers vous. Une question sur Janček. Est-ce qu'il a été totalement laissé de côté à l'époque communiste, ou bien est-ce qu'on en a parlé en Tchécoslovaquie? Est-ce qu'on en parlait? Est-ce qu'on parlait en Tchécoslovaquie? On peut dire qu'il était un des écrivains. Il était l'un des écrivains qui était les plus formellement publiés. Donc il était rayé des manuels littéraires scolaires, de tout ça. Donc l'oubli était total jusqu'à la révolution de Bellour.
Et maintenant, depuis la révolution de Et depuis, donc, on l'a réintroduit assez dignement dans le canon littéraire tchèque. Son œuvre complète apparue pendant les années 90, et puis beaucoup d'autres textes qui l'accompagnent, des volumes de correspondance, des inédits retrouvés, des juvéniles, etc. Donc, en fait, jusqu'à maintenant, on publie toujours du nouveau. Donc il a immigré quand exactement? Exactement, donc en 48, Oui, mais c'est-à-dire quand le coup d'État a eu lieu en février. février, donc il est resté jusqu'en août, donc c'était en août qu'il a émigré. Il a fui en août. Il a fui en août, oui. Donc par une voie illégale, en cachette, etc. Tout à l'heure, là, Yann, début de ton exposé, tu as parlé de Tchep et Henri Pourra. Quels étaient leurs rapports exactement? Ils se connaissaient? En effet, si on devait choisir un ami, disons, le plus intime, le plus proche parmi les Français, ce serait justement Henri Pourra. Ils se connaissaient personnellement à partir de 1932. C'était l'époque où Tchep traduisait Gaspard des Montagnes. Et donc il était en France, il a demandé rendez-vous à l'auteur pour quelques explications de texte. Et tout de suite, parce que l'amitié était nouée, donc on sait cette valeur de l'amitié qui était très chère à Pourra. Et c'était l'ami qui l'a épaulé, encouragé, même pendant les années de l'exil, qu'il a fait beaucoup pour lui en essayant de faire publier son roman La frontière de l'ombre chez Albert Michel, qui était son éditeur, dans la recherche d'un poste de lectorat du tchèque en l'université française. Donc c'était quelqu'un qui l'a beaucoup aidé et leur rapport était vraiment très très proche. Moi, je ne peux pas m'empêcher de poser une question parce que c'est un sujet, vraiment l'exil de Tchep, ou la question de l'exil pour un écrivain, et forcément ça mène à cette question-là. Est-ce que nécessairement, est-ce qu'il est nécessaire d'être publié, d'être lu pour écrire? Comment y répondre? Je crois que c'est la question que pose cet épisode assez difficile de ce point de vue de la vie de Tchep. C'est une question très difficile vraiment. En tout cas, ça décourage. Si on fait un effort, si on a une vision qu'on veut faire accomplir, on fait tout son mieux et ça n'aboutit pas, il ne réussit pas. Et ça peut mener à la résignation, ce qui s'est un effet produit. Mais il est vrai qu'il y a peut-être d'autres écrivains exilés qui ont continué à écrire et qui étaient publiés seulement après leur mort. C'est bien sûr possible. Dans le cas de Tchep, il y avait d'autres facteurs que, en fait, avec la fondation de la famille, il a épousé la fille de Charles Dupos, et avec son travail à la radio Europe Libre, il n'avait plus même le temps pour écrire. Donc il était encombré par toutes sortes d'activités professionnelles et familiales. En plus, avec ses échecs et ses déceptions répétitives, donc il a complètement abandonné l'écriture des proses de fiction. Et une autre question me vient à l'esprit, est-ce que les textes, parce qu'il a continué d'écrire bien sûr, mais c'était des textes de circonstances pour la radio, qu'en est-il de ces textes-là? Est-ce qu'ils sont publiés? Je veux dire, je pense au compte-rendu de lecture par exemple. Bon, en tchèque ou en français? En tchèque, ces méditations donc, fournies pour la radio étaient déjà publiées pendant son exil, notamment par l'Académie chrétienne, une des structures de l'exil tchécoslovaque.
Donc il y avait 4 ou 5 livres d'essais, de circonstances, sur des sujets philosophiques, religieux, culturels. En ce qui concerne l'autre émission qui était le livre de la semaine, une sorte de compte-rendu, des critiques littéraires sur des livres paraissant dans l'Europe occidentale libre, on est en train de préparer l'édition tchèque maintenant, qui devait voir le jour à la fin de l'année. Est-ce qu'il a publié des textes dans la revue Svedicci de Pavel Tigrid? Donc ces textes-là, on peut rentrer clandestinement en Tchécoslovaquie. Ils sont rentrés déjà dans... certains de ces textes sont publiés dans les livres d'essais, parce qu'il retravaillait ses émissions pour ses publications livresques, aussi ses articles journalistiques. Il les a insérés parfois dans les livres. Donc certains sont publiés, certains attendent leur publication dans un autre volume, peut-être au futur. Mais quand même, effectivement, je me souviens d'avant 89, c'était un nom qui restait dans la mémoire des gens comme un des représentants de cette lignée catholique existentielle aussi. Enfin, dans les Tziganes, on sent bien cette influence de Bernanos, par exemple. Et le dommage, il est pour le tchèque, mais il est aussi pour la littérature tchèque. On sort de faire un cours sur la représentation des Roms, des Tziganes au cinéma. Effectivement, ce texte qui est paru en 1952, c'est intéressant comme date, c'est quand même très tôt après la Seconde Guerre mondiale. Il a manqué dans le paysage culturel des Tchèques. Et il a manqué pendant très longtemps, jusque dans les années 80. C'est un texte qu'il avait écrit directement en français, où il a écrit en tchèque. J'ai pas saisi. Oui, le texte, il a été effectivement publié seulement en 1952, mais il a été écrit en 1948 et directement en français. Ce qu'on sent d'ailleurs, c'est marrant, mais bon, on va peut-être s'arrêter, mais ce qu'on sent, je trouve que Tchèque n'a pas profité, malgré les conseils de Pourra, d'un rédacteur. C'est-à-dire qu'il a, alors qu'il a une langue extrêmement sobre en tchèque, il a une langue un peu fleurie en français, avec une abondance d'adjectifs qualificatifs. Un bon rédacteur aurait coupé un adjectif sur deux. Et le destin, la reconnaissance de ce grand écrivain aurait peut-être été un peu aidé à mon avis. Mais bon, c'était sans doute aussi donné par le destin de ces auteurs dont on ne savait vraiment pas grand-chose. Moi, je m'adresse à Yann. Vous m'entendez? Oui. Je trouve que tu as fait des progrès en français. Parce que tu es venu chez nous à Créteil pour faire tes études. Il y en a eu beaucoup de joie de te recevoir. Bravo pour le français. Et quand on a été à Prague, tu nous avais invités à Olomouc, mais on ne voulait pas y aller. Et tu nous as dit, je préfère enseigner le français que le tchèque. C'est pas vrai? Oui, tout à fait vrai. Merci pour merci Marie-Christine. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite donc à prendre un verre avec nous. Les livres sont exposés, feuilletez-les, achetez-les. C'est une distribution assez réduite, vous pouvez l'imaginer. Parlez-en à vos amis. Et merci d'être venus, merci à nos invités.